Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Dans cette édition, nous irons au Togo. L'expansion du port de Lomé, financée en partie par le groupe Bolloré, menace les familles qui vivent sur le littoral. Mais depuis la mise en examen de l'industriel français, elles ont l'espoir que leur cri d'alarme soit enfin entendu. Vous verrez le reportage de notre correspondante et la réaction de notre invitée Brigitte Adjamakbo-Johnson, la coordinatrice de l'opposition au Togo. L'ancien guérillero Afonso Djakama est décédé. Il dirigeait depuis 1979 le Renamo, le principal parti d'opposition du Mozambique. Après 16 ans de guerre civile contre le Frelimo, le parti au pouvoir, il avait participé aux négociations qui ont débouché sur un traité de paix en 1992. Fini le parti islamiste. Les Tunisiens d'Ennahda se définissent désormais comme des musulmans démocrates. Pour les élections municipales de dimanche, ils ont ouvert leur liste à des candidats non musulmans. Reportage de notre correspondante dans ce journal. Plus le port de Lomé s'agrandit, plus ces familles togolaises sont menacées. L'érosion du littoral s'est amplifiée avec la création en 2011 et 2012 de 2 nouveaux quais, dont un financé par le groupe Bolloré. La mise en examen de l'industriel français donne l'espoir à ces communautés d'être enfin entendues. Reportage de nos correspondantes Emmanuel Sodji et Jaina Louise. Cette femme et ses enfants vivent dans la hantise de voir leur maison dévastée par les vagues du jour au lendemain. 3 chambres ont déjà disparu sous le sable. Avant, il y a beaucoup de maisons même devant nous. On sent un danger, mais on va faire comment? On va quitter pour aller dormir. Maisons, plantations, fermes, sites touristiques, les communautés locales, à l'est de Lomé, perdent l'essentiel de leurs activités de subsistance. 90% des villages côtiers sont menacés. L'expansion de dalles de sédiments en mer détruit pirogues et filets. Avant là, quand l'ancien port est là, la mer, ça va un peu. En 2012 et 2013, là, le port qu'on a fait, c'est ça qui nous a fait arrêter tout notre travail. Un rapport d'experts conforte la thèse d'une accélération de l'érosion depuis le démarrage des travaux portuaires en 2012. Mais aucun des 2 promoteurs, le groupe français Bolloré et le consortium LCT, n'ont fait d'études d'impact tenant compte des populations à l'est du port. En 2014, un collectif des riverains porte plainte contre une filiale de la Banque mondiale, principal investisseur dans un des projets pour avoir aggravé la pauvreté des communautés. Auparavant, Bolloré était inattaquable. Il a un lien fort avec notre président de la République. Donc, nous avons jugé mieux de porter plainte contre la Banque mondiale. Mais c'est ces derniers temps-là que nous avons vu que Bolloré, on peut l'amener en justice. Donc, le collectif est en train de préparer une plainte pour déposer contre Bolloré. Jusqu'à présent, la plainte contre la Banque mondiale n'a rien donné de concret pour les habitants. Aucun geste non plus de la part du gouvernement pour limiter la progression de la catastrophe. En attendant, des volontaires tentent le sauvetage de leurs biens avec les moyens du bord. La plainte de ces familles contre Vincent Bolloré aura-t-elle une chance d'être entendue? Écoutez Brigitte Adjamakbo-Johnson, coordinatrice de la coalition d'opposition au Togo. Elle était l'invitée du Journal de l'Afrique. On ne comprend pas qu'on ait pu mettre en œuvre ce genre de projet sans avoir pris la précaution de faire une étude d'impact pour savoir quel impact le projet aurait sur les populations. C'est tout simplement dommage. Il y a une opacité qui entoure cette affaire et qui entoure les conditions dans lesquelles M. Bolloré a obtenu sa concession sur ce quai en question. Et je pense que cette procédure judiciaire est une opportunité, c'est un grand espoir pour les victimes de cet investissement-là. Vincent Bolloré est mis en examen pour corruption dans les conditions de l'attribution de concessions portuaires au Togo et aussi en Guinée. Alors, il nie les faits. Et ce jeudi, le gouvernement togolais a fait une déclaration via l'un de ses ministres. Il dit qu'il ne se sent pas concerné par l'affaire Bolloré. Comment est-ce qu'on réagit à ces déclarations du côté de l'opposition? Nous sommes habitués à ce genre de réaction du gouvernement togolais. En réalité, il ne se sent pas du tout comptable devant le peuple. Le président Faure Gnassingbé a déclaré que le calendrier électoral était maintenu. Dans ces conditions, comment est-ce que le dialogue entre opposition et gouvernement peut évoluer? Écoutez, c'est là la contradiction.
qu'on observe souvent chez ce régime. Nous pensons que le calendrier électoral devrait être issu du dialogue. Nous espérons que le gouvernement retrouvera la voie de la raison et que cet argument de délai constitutionnel qu'il utilise, il comprendra très vite qu'en réalité, le Togo n'a pas de problème de délai constitutionnel, puisque nous avons une constitution qui prévoit le maintien en fonction de l'actuelle Assemblée jusqu'à l'élection de nouveaux élus. Le bilan de l'attaque contre une église de Bangui s'alourdit. Selon la Croix-Rouge, 10 personnes ont succombé à leurs blessures. En tout, 26 personnes ont été tuées mardi par des hommes armés alors qu'elles assistaient à une messe dans le quartier du Péké-5, dans la capitale centrafricaine. Le Premier ministre gabonais reconduit dans ses fonctions. Emmanuel Issozé Ngondé avait démissionné lundi après la dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, le gouvernement n'a pas rempli ses fonctions, n'a pas réussi à organiser des élections législatives avant le 30 avril. La présidence gabonaise affirme que les conditions n'étaient pas réunies. L'ancien guerriero et chef du principal parti d'opposition du Mozambique est décédé à l'âge de 65 ans. Afonso Dhlakama dirigeait le Renamo depuis 1979. C'était une figure de la guerre civile au Mozambique. Écoutez les précisions de Caroline Dumay, notre correspondante dans la région. C'est un chef de guerre, un chef qui a fait 16 ans de guerre civile quand même et qui a finalement signé des accords de paix en 92. Et comme Jonas Savimbi, eh bien c'est un chef de guerre qui n'a pas vraiment réussi sa transition démocratique. Son parti, la Renamo, est devenu un parti au Parlement, a fait toutes les élections, mais le chef, Afonso Dhlakama, a perdu toutes les élections. Et en 2014, il se présentait comme le candidat des pauvres. Il accusait le parti au pouvoir d'avoir triché, mais il avait bel et bien perdu, et il était devenu très amer. Alors ces dernières années, Afonso Dhlakama s'était réfugié dans son fief de Gorongosa, dans le nord du pays. Nous y étions l'an dernier. C'est une région extrêmement volatile parce que sur la fin de sa vie, il avait décidé de reprendre l'uniforme de guerriero et ses militants coupaient les routes. Il y avait une véritable... Il y a encore d'ailleurs, à un niveau larvé, une guerre civile dans cette région entre militants d'Afonso Dhlakama et partisans du gouvernement. Les élections municipales se tiennent ce dimanche en Tunisie. Pendant toute sa campagne électorale, le parti Ennahda a essayé de se débarrasser de son étiquette de parti islamiste. Pour allier un maximum d'électeurs, il se présente désormais comme musulman démocrate avec une liste ouverte à tous. Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Lili. Simon Slama, juif tunisien et candidat au municipal sur la liste d'Ennahda, un parti ouvertement islamiste il y a encore 2 ans. Son frère ne comprend pas son choix. C'est des gens qui n'ont pas de parole. Ils ont un double langage mais une seule action. Simon ne voit pas ce double langage. Il s'est présenté en candidat libre sur la liste du parti. Elle comporte 70% de candidats indépendants. On est rentrés tous ensemble dans ce parti pour... premièrement de faire quelque chose pour ce pays et d'enlever la mauvaise pensée de l'Ennahda, parce qu'aujourd'hui il faut que tout le monde y soit réuni pour créer d'une nouvelle Tunisie. Accueillir des candidats de toute confession et laisser 50% de ses listes électorales à des indépendants, la nouvelle stratégie du parti Ennahda est claire, s'ouvrir à tous, se débarrasser de l'étiquette islamiste et opter pour celle de musulmans démocrates. Les femmes sont en première ligne pour promouvoir cette nouvelle image. Certains les accusent d'être instrumentalisées, ce qu'elles réfutent. Pourquoi on dit utiliser? Non, pas du tout. Je suis une femme forte, je suis une femme tunisienne. Aucune personne n'y peut m'utiliser. Les spécialistes du mouvement islamiste sont sceptiques. Pour eux, seul le discours du parti a changé depuis son dernier congrès, il y a 2 ans. Il y a un décalage entre le discours politique et le discours idéologique. M. Ghannouchi lui-même, qui a confirmé dans son dernier congrès qu'il va séparer la fonction de prêche de la fonction politique, on le trouve lui-même dans cette campagne électorale des élections municipales utiliser le discours religieux par excellence.
Dans cette lutte pour le pouvoir, où le parti cherche à gagner plus d'électeurs, Ennahda s'engage dans un coude à coude avec son rival Nida Tounes, actuellement majoritaire au gouvernement. Ils sont 6 et ils entament ce jeudi un long voyage depuis l'Afrique du Sud vers le parc national tchadien de Zakouma. 6 rhinocéros noirs vont être réintroduits au Tchad, où l'espèce a disparu depuis le début des années 70. Nicolas Gervin. Voici l'un des 6 rhinocéros noirs qui vont être transportés de l'Afrique du Sud au Tchad. À cause du braconnage, ils avaient disparu du Tchad depuis 1972. L'Afrique du Sud compte 20 000 rhinocéros, 18 000 blancs et 2 000 noirs. L'Afrique du Sud à l'échelle mondiale est un pays très important pour la préservation des rhinocéros. Ici, nous avons 90% des rhinocéros blancs en Afrique et environ 30 à 35% des rhinocéros noirs du continent. Les 6 rhinocéros noirs seront placés dans le parc national de Zakouma. Pour éviter le braconnage, leurs cornes seront sciées et des transpondeurs seront placés sur les pachydermes. Le Tchad a recruté de nouveaux gardes forestiers. Nos gardes forestiers ont été très bien entraînés. Nous avons aussi une surveillance aérienne grâce à des drones. Et d'autres mesures ont été prévues pour garantir la sécurité de ces animaux. L'an dernier, en Afrique du Sud, plus d'1 millier de rhinocéros ont été tués par des braconniers. Ils vendent les cornes en Asie où l'on estime qu'elles ont des vertus médicinales. Au Tchad, l'objectif est que les 6 pachydermes fassent beaucoup d'enfants. Parmi tous les rhinocéros noirs d'Afrique, ce groupe sera celui qui se trouvera le plus au nord du continent.